Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Mais oui, c'est Human. Bonjour à tous. Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète aujourd'hui avec Patrick Verbruggen, fondateur de l'organisation non gouvernementale Triangle Génération Humanitaire. Bonjour Patrick Verbruggen. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous pour évoquer à la fois votre parcours personnel, votre organisation, et puis un voyage d'où vous revenez de Centrafrique. Exactement. La Centrafrique, c'est en Afrique et c'est au centre. C'est la République centrafricaine. Oui. Donc c'est son nom. Oui. Donc c'est vrai quand on dit on va en Centrafrique, en général on demande où. Oui. Parce que c'est un pays qui est peu connu. C'est un pays qui est en crise depuis très très longtemps. C'est une des crises majeures. Comme la Syrie, on parle beaucoup de la Syrie, on parle peu de la Centrafrique. Et c'est un pays qui est dans le chaos, pour des raisons différentes. Au nord, au sud, c'est pas la même histoire. Et on va revenir tout au long de notre émission sur la Centrafrique, sur votre organisation, bien sûr, et sur votre parcours. On le fait avec Evezi Otuorimuo. Est-ce que j'ai bien prononcé Evezi ? Oui. Ça va ? Oui, ça va. Et donc Evezi est co-animatrice avec moi sur cette émission et elle fait des études de gestion du territoire et de développement rural. Ouais. C'est bien ça ? Oui, c'est bien. Voilà. Et puis elle vient du Nigeria. Le Nigeria et la Centrafrique, c'est pas très loin. Ouais, pas très loin. Ok, donc on va être avec vous pendant 3/4 d'heure, 50 minutes et un peu de musique. Voilà Patrick Verbruggen, à nouveau ensemble pour ce moment, ce bon moment qu'on va passer, bon et difficile, parce que vous parliez à l'instant de la Centrafrique et vous compariez avec la Syrie, parce que si vous faites un tableau sur le terrain de l'humanitaire, c'est votre métier, évidemment votre métier n'est pas un métier politique, vous n'avez pas apporté d'appréciation et vous vous en gardez bien sur les gouvernements, mais vous avez forcément une opinion. Et donc là-bas, c'est difficile. Il y a un conflit. Il y a un conflit entre des puissances politiques. Vous allez nous dire lesquelles et qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Oui, c'est des conflits en fait. Il n'y a jamais qu'une cause. Hein. L'origine des conflits en général, que ce soit le Darfour à côté, la Centrafrique, c'est le manque de développement. Donc ça, c'est la première cause. C'est-à-dire que les populations se sentent abandonnées par tel ou tel gouvernement, autorité locale, que ce soit en Centrafrique ou ailleurs. Et donc ça, c'est les premières causes. Après, se greffent dessus, peuvent se greffer des problèmes ethniques, des problèmes religieux. Mais tout ça, c'est exacerbé par la pauvreté, en fait. C'est la pauvreté qui provoque cela, quoi. C'est-à-dire que le manque d'école aussi, le manque d'éducation. Si tout le monde allait à l'école, je pense que le monde s'en porterait beaucoup mieux, entre autres. Sur la Centrafrique, le contexte est très compliqué, en fait. La Centrafrique était déjà déstabilisée bien avant. Il y a une région au travail. Comment ça s'appelait, pardon de cette question, sous l'empire des colonialistes? Vous savez, les puissances occidentales qui sont parties en Afrique pour faire des tas de choses. Ouais. Je crois que ça s'appelait la Centrafrique. Ça s'est toujours appelé la Centrafrique. Et historiquement, c'est colonisé par... les Français. Par la France. Par la France, oui. Donc c'est francophone. C'est francophone, avec le Congo, c'est un des seuls pays francophones, qui existe encore, en sachant que le nord où on travaille, qui s'appelle la Wakaga, est elle sous influence du Soudan. Donc la plupart des gens parlent arabe. Oui. Voilà. C'est une région complètement enclavée, donc qui est très très loin et qui est très éloignée de la capitale Bangui. Pas de sortie sur la mer, donc. Pas de sortie, c'est complètement continental. Oui. Donc voilà, et au sud, on est plus dans une population qui elle parle français, qui est donc la Waka, où on travaille. Donc dans deux régions, le nord-est et le sud-est, la Waka et la Wakaga. La Wakaga proche du Soudan. Donc d'ailleurs tout ce qui est approvisionnement en produits vient du Soudan, du Darfour en l'occurrence.
Et le Sud, voilà, on a l'impression d'être dans deux pays différents et les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, donc il y a eu, c'est une histoire riche, entre guillemets. En 2013, il y a eu la Seleka qui a pris le pouvoir, donc qui a fait tomber le président qui s'appelait Bozizé. Alors la CDK, qu'est-ce que c'est? La Seleka, ça a été plusieurs partis qui sont descendus du nord, encore une fois parce que cette région, la Vakaga, est complètement isolée, il y a peu d'accès, donc on y va en avion. Au moment de la saison des pluies, il est impossible de prendre les pistes. C'est un pays qui a quelle taille par rapport, prenons une référence, prenons la France comme référence territoriale. Pas la France, je crois. Oui. Enfin, Taille de la France à peu près, ouais. Ouais. Enfin, Okay. j'ai plus en mémoire, mais. Oui. Non, mais voilà, vous voyez les distances. C'est très peu peuplé, c'est un très beau pays d'ailleurs. Enfin, en avion pour aller de Bangui au nord, vous mettez combien de temps? Bon, on met 1 heure. Voilà. 1 heure, Oui. donc voilà, donc c'est à peu près. C'est des petits avions. Hein. Paris-Marseille, quoi, oui. Oui. Puis voilà, oui. Donc, Oui, bien sûr. Et donc voilà, et c'est un pays qui est soumis aussi au mouvement des autres pays, c'est-à-dire le Soudan ou le Tchad. C'est-à-dire qu'en 2003, il y a eu la guerre du Darfour. Ça a été une des causes de déstabilisation aussi de la Centrafrique. Les populations du Nord, donc plutôt proches du Soudan, musulmanes, avec des familles qui sont d'un côté et de l'autre de la frontière. Il y a eu beaucoup d'armes, il y avait les milices Janjaweed, et quand la Seleka s'est constituée, une partie de cette force venait du Soudan. Venait aussi de gens qui avaient combattu en Libye. Enfin, tout est lié. Hein, et donc ils sont descendus sur Bangui, ils ont pris le pouvoir. À partir de là, les populations... donc là, on est en 2013. En 2013. Enfin, en 2003, c'est la guerre du Darfour, oui. Le début de la déstabilisation de la Centrafrique, notamment la Vakaga. Et en 2013, les forces Seleka se sont constituées et ont pris le pouvoir à Bangui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est proche de l'État islamique ou quelque chose de ce genre? Pas du tout, non. Alors, pas du tout. Si on devait les caractériser politiquement, si vous pouvez vous permettre de le faire, comment dirait-on? Disons qu'il y a les mouvements du Nord, donc qui sont partis politiques, mais aussi avec une connotation ethnique. Donc chacun, c'est un monde tribal. Oui. Et c'est pas péjoratif dans ma bouche parce que les tribus est nécessaire. C'est un groupement d'intérêt commun en général par rapport à la nature. Donc voilà, ils sont croyants, mais pas fondamentalistes pour de rond. Enfin, il n'y a pas de. Donc pas d'extrémité. Par contre, on est musulman, mais on n'est pas fondamentaliste. Pas d'islamisme. Mais on est une minorité et la déstabilisation de cette région a provoqué une... Attendez, on est minoritaire par rapport à quoi? Pardonnez-moi de vous interrompre. Par rapport, on va dire d'un point de vue religieux, aux chrétiens. Oui, aux chrétiens, qui sont majoritaires. Qui sont majoritaires. D'accord, voilà. Donc il n'y a aucun problème parce que, avant, mais il a suffi de cette étincelle, que la Seleka, majoritairement constituée de gens de confession musulmane, et donc ça a pris une ampleur assez délirante, dans le sens où les chrétiens ont accusé les musulmans, alors qu'ils s'entendaient très bien, ils sont en interdépendance. Les musulmans, traditionnellement, détiennent le transport, le commerce, et les chrétiens sont plus sur la production agricole, et tout marchait très bien. Ils étaient en interdépendance, Et la politique, la prise de pouvoir de certains, font qu'aujourd'hui, il y a des haines qui sont mises en place, le sang a été versé. Financé par qui, les gens qui sont arrivés du Nord? Ça, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Selon les suppositions journalistiques, par exemple? Ouais, mais non. Non, il y a beaucoup... Si vous voulez, dans cette région du monde, la guerre du Darfour, la Libye, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'armes en circulation. Une grenade, là-bas, ça coûte 500 francs CFA. Ça fait moins d'€1. Ça vient de Libye, quoi. Ça vient de partout. Ouais. Ça vient de partout. Les armes circulent. Il y a eu dans l'histoire contemporaine, notamment la chute de la Libye, où il y a eu beaucoup d'armes. Il y a eu la guerre du Darfour, où Khartoum a équipé les populations du Darfour pro-gouvernementales en armes. Il n'y a pas. Donc c'est ça le problème. Après, on la facilité pour obtenir des armes à combien vous m'avez dit? 1 euro pour quoi? Pour une grenade? Pour une grenade, oui. Une grenade défensive? Oui. Vous en avez amené, là? Ou offensive? Non. Non. C'est interdit, hein. Oui, puis les armes... Puis c'est pas votre boulot? Oui, puis ça me plaît pas. Donc, on est suffisamment pris des fois sous des feux. Ouais. Donc, pour autant, vous regardez la réalité? Oui, bien sûr, parce que c'est notre métier
et que quand il y a des affrontements, toutes nos activités sont arrêtées, donc on est obligé d'aller au contact, on travaille avec les forces des Nations Unies, on travaille avec les chefs de guerre, on travaille avec tout le monde, pour pouvoir accès aux populations qui ont des besoins primaires, et notamment sur la région de la Ouaka, à Vambari, où j'étais il y a peu de temps. C'est 30 000 personnes qui dépendent de nous en termes d'eau. Comment on fait quand on est un humanitaire responsable d'une organisation humanitaire pour parler avec un chef de guerre ? Notre boussole, ce sont les principes humanitaires, hein, donc c'est-à-dire neutralité, indépendance, donc voilà. Et puis ces chefs de guerre, ils ont des femmes et des enfants aussi, donc c'est leur population. Et donc là, on n'est pas sur de la politique politicienne quand on discute avec ces chefs de guerre ou avec peu importe les autorités locales. Enfin, au bout d'un moment, on ne sait plus. Mais voilà, comment on établit le contact ? Alors ça, c'est déjà quand on arrive, on n'est pas chez nous, donc c'est déjà se présenter. Se présenter, dire voilà par qui on est financé, est-ce qu'on est reconnu par notre gouvernement, par les Nations Unies. Les gens qui ont le pouvoir, ils ont un minimum d'éducation en général, donc ils savent d'où on vient. Et puis c'est montrer patte blanche, c'est-à-dire montrer qu'on est là uniquement pour le mandat humanitaire. Donc c'est important que ça soit en Centrafrique ou en Corée du Nord, où là vraiment, on est quand même un des pays, la guerre c'est la paranoïa, hein, donc il faut vraiment être sur notre mandat, sur le mandat humanitaire, et prouver qu'on a une valeur ajoutée par rapport à leur population. C'est-à-dire que la région de la Vakaga, par exemple, elle a un besoin de développement agricole crucial. Ça fait depuis 2007 qu'on y travaille. En 2008, on a eu deux expatriés qui ont été pris en otage. Malgré ça, on est resté. On a continué à travailler. Racontez-nous ça, cette prise d'otage, parce que c'est aussi votre fonction en tant que responsable d'une organisation humanitaire, on va dire occidentale pour aller vite, mais enfin pour être du Sud, ça serait la même chose. C'est exactement la même chose. Vous envoyez des gens sur le terrain, il y en a 2 qui sont pris en otage, racontez-nous ça. En fait, c'est encore une fois, ça vient du Soudan, du Darfour. En fait, il commence à y avoir beaucoup de prises d'otages au Darfour et de carjacking, notamment. Carjacking ? C'est vol de voiture, parce que les milices, elles s'équipent, et on a souvent des 4x4, donc elles mettent des mitrailleuses dessus pour se faire la guerre, enfin, entre les Tchadiens. Vous avez des belles bagnoles, là, comme ces belles ONG, vous savez, onusiennes, avec des gros Land Rover tout blancs, machin. On a des Land Rover, mais 300 000 euros. Oui, mais c'est nécessaire quelquefois, c'est-à-dire que c'est des régions où les routes... 350 km, il faut 10 heures. Hein, donc, une voiture normale se détruit en 6 mois. On n'en a pas des tonnes. En ville, on roule en berline. Mais ce sont des outils de travail. Hein. C'est du véhicule industriel considéré comme tel. Donc voilà, on a beaucoup de choses à transporter. Et puis il faut surtout que ça soit costaud parce qu'il n'y a pas un garage à tous les coins de rue. Quoi. Donc là, il faut, suivant le type de véhicule, ça c'est un point logistique, mais on essaye d'acheter des véhicules où on trouve les pièces détachées dans le pays. Donc ça peut être des Toyota ou ça peut être autre chose. On s'adapte. Voilà. C'est un petit point de détail. On revient aux otages. Oui, donc le Darfour était à ce niveau-là dangereux pour les expatriés parce que il y a eu pas mal de prises d'otages. Donc nous, on avait sécurisé, c'est-à-dire qu'on a travaillé en remote control, c'est-à-dire qu'on a formé remote control. Oui. Dites voir. Oui. En fait, on a formé des Soudanais à occuper la place des expatriés. Oui. Donc voilà, on pilotait entre guillemets à distance en faisant des sauts de puce sur place de Khartoum. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que la frontière, évidemment, elle est juste sur le papier, elle est poreuse, et donc le Darfour est mitoyen de la Vakaga, et donc des milices djadjawines sont venus enlever 2 otages à Birao qui est le chef-lieu de la Vakaga en Centrafrique, et donc les ont ramenés au Darfour. Donc voilà, donc là on rentre dans quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc vous êtes au siège à ce moment-là en France, et vous apprenez que 2 de vos expatriés ont été pris en otage. Voilà, je suis prévenu par mon administrateur sur place, donc mon autre triangle. Et derrière, tout s'enchaîne, on prévient, on appelle le ministère des Affaires étrangères, hein, c'était 2 Français, et puis ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, les familles, à prévenir. Donc voilà. Et c'est là où on se rend compte qu'on est très très loin des médias, des films qui racontent les prises d'otages. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Tout le monde a un rôle extrêmement important, notamment les familles. C'est très très complexe. Les familles ont un rôle important parce que... Les familles ont un rôle important parce qu'elles peuvent, entre guillemets, parler à la presse. Elles ne se sentent pas
prise en compte, prise en charge, c'est une charge émotionnelle énorme, hein, on parle des enfants. Donc voilà, et ça peut, une famille, si elle commence à communiquer d'une manière qui n'est pas bonne, aujourd'hui dans un monde où tout est connecté, et qu'on a beau être au milieu du désert, les ravisseurs, ils ont accès aussi aux réseaux sociaux, à ce qui se passe. Voilà, donc on est en temps réel. Oui. Donc là, il n'y a pas de détails. Donc, alors comment on fait pour encadrer les familles? Qui s'en charge? Est-ce que c'est l'organisation humanitaire? Est-ce que c'est l'État français? Vous avez prévenu évidemment l'État français? Ça dépend. Dans ce cas-là, nous on a travaillé directement avec le centre de crise et de soutien. Donc du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères. Qui a accès à la DGSE, ainsi de suite, tout ça, qui travaille. Il faut savoir qu'il y a des fonctionnaires... Donc, au service secret, à l'ambassade locale, service extérieur, on va dire. Service extérieur, oui. Qui sont des gens... il y a carrément une équipe qui s'occupe que de ça, hein, c'est-à-dire donc des grands professionnels, des fonctionnaires. Certains sont d'anciens humanitaires, d'ailleurs. Hein, il n'y a pas de... Ouais. Voilà, c'est des fonctionnaires d'État que personnellement j'admire, hein, parce que c'est un boulot qui est difficile, ce qu'ils ont à subir. Et donc, dans ce cadre-là, ils nous avaient confié entre guillemets, la relation avec les familles en direct. Donc, voilà. C'est vous qui aviez la relation en direct avec les familles. C'est eux qui décident qui va s'occuper des familles. Eux, ils mettent en place le dispositif pour faire en sorte que les gars sortent sains et saufs. Ça, c'est leur priorité. Et ils gèrent directement avec les ravisseurs. Donc, en se faisant passer pour l'ONG, entre guillemets. Et nous, on gérait... Donc, nous, on était nourris par les informations du centre de crise qu'on retransmettait aux familles. Alors, pas tout, comme ils disent. On vous dira la vérité, mais pas toute la vérité. Voilà. Un peu de silence parce que c'est pas facile à vivre, j'imagine. On va y revenir dans un instant. Voilà, nous sommes avec Patrick Verbruggen dans votre émission humanitaire Human. Patrick Verbruggen, qui est le directeur, l'un des directeurs et l'un des fondateurs de cette organisation, Triangle Génération Humanitaire. Et nous parlions, ma foi, de cette prise d'otage qui a été vécue. C'était difficile à vivre, cette affaire, en interne, pour l'organisation que vous gérez? Oui, c'est difficile à vivre, c'est une charge émotionnelle énorme pour tout le monde. Hein. On est une tribu, même une association de loi de 1901 avec une bonne gouvernance. Donc tout le monde est impliqué dans la vie de l'autre. Après, on met en place des protocoles de gestion justement de ces charges émotionnelles. Toute l'organisation, on leur dit le maximum d'éléments. On peut pas tout dire non plus. Hein. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi, pour préserver justement, on va dire, la bonne santé de nos expatriés qui étaient en otage au Darfour. Donc voilà. Mais après, on rentre dans ce qui nous tient en fait, c'est notre mandat en fait. Donc ils n'ont pas été enlevés parce qu'ils n'avaient pas à se trimballer là-bas. Ils ont été d'ailleurs, ça fait découvrir beaucoup de choses aux familles. Parce que l'humanitaire, on a tendance à le voir un petit peu. Oui, c'est youpi, on parle au bout du monde, on va aider les gens. Non, c'est ultra professionnel, c'est un métier dangereux. Et des familles ont découvert que leurs enfants géraient énormément de choses en termes d'argent ou de population. Et ça a été, il y a du positif dans tout. Ça a été aussi, on apprend à se connaître aussi. Vous êtes un sacré optimiste, non? Ah ben il faut. Oui, mais c'est notre métier qui veut ça, parce qu'on arrive dans des catastrophes, des guerres, et qu'est-ce qui reste? Il reste les vivants. Et l'humanité reconstruit tout le temps. Donc on est dans le positif, on a l'impression d'être... Ici on reçoit des images qui sont glauques, qui sont la guerre, on parle jamais de le tremblement de terre au Népal. Tout a été par terre, il y a eu un moment de mort, mais aujourd'hui, des années après, ça a reconstruit. Nous on en est à 2000 maisons reconstruites, c'est les gens. Ils étaient paysans, ils sont bien être maçons. Il y a une dynamique qui se crée. Enfin, après et souvent Est-ce que vous voulez dire par là que la retranscription médiatique de ce qui se passe, par exemple en Centrafrique, ou l'exemple que vous venez de prendre à l'instant, est trompeur? On ne parle que, on cherche les images qui donnent de l'émotion. On cherche que le sang, et du coup, on ne voit jamais les aspects positifs, par exemple, de la reconstruction, parce que c'est pas vendeur. Parce que c'est pas vendeur. S'il y a des émissions qui le font, la preuve, la radio le fait pas mal. Donc peut-être parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. C'est vrai que montrer un camp de réfugiés avec 6000 morts par jour, comme à Goma en 94, oui, ça parle. Mais on ne parle pas, après, le camp est vidé, ça se reconstruit, le Rwanda aujourd'hui va bien.
Voilà, on ne parle pas de tout ça, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose. Pourquoi est-ce que notre société fait, comment dirais-je, de l'actualité uniquement ses actualités négatives? C'est une question que je vous pose à vous et que je pose aussi à Evezi, là, qui va peut-être participer à la conversation en même temps que nous parlons. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on parle que des choses qui fâchent? Parce que ça fait vendre? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, parce que nous, c'est pas notre. Enfin, nous, on a un regard sur l'actualité, bon, beaucoup plus ciblé. Hein. Nous, notre géopolitique est de proximité, elle n'est pas internationale. Et puis, la géopolitique internationale n'a rien à voir avec le sort des populations. Enfin, là, on est sur des. Ouais, tout le monde a un avis sur la guerre en Syrie, ainsi de suite, tout ça. Oui, mais enfin, vous ne pouvez pas vous extraire des données géopolitiques. Vous êtes dedans. Ouais, enfin bon. Disons, il y a pas mal de choses qui sont écrites. On sait ce qui va se passer à peu près en Syrie, on sait ce qui va se passer à peu près en Centrafrique si le Soudan se déstabilise. En ce moment, il y a des émeutes qui étaient des émeutes de la faim à Khartoum. Aujourd'hui, on parle d'insurrection, de révolution. Donc, si ce pays se déstabilise, ça va déstabiliser toute la région. Donc, on s'est écrit d'avance, personne n'en parle. Là, c'est clair, nous, on est attentifs. On est attentifs. Nos équipes sur place, les responsables politiques de la Vakaga ou autres, on leur pose la question. Eux aussi, ils ont peur. Donc voilà, personne n'en parle. Mais si le Soudan tombe, en sachant que c'est quand même le président Béchir est condamné par la Cour pénale internationale, et qu'en ce moment, il est soutenu et par la France et par les États-Unis, parce que tout le monde a peur que ce pays s'écroule. La France pour des raisons qui sont des raisons d'immigration, parce que la majorité des gens qui se réfugient en ce moment sont soudanais, ne sont pas syriens, sont soudanais, et à juste titre, parce qu'ils sont vraiment dans une désespérance. C'est un pays qui peut très bien fonctionner, quoi, mais voilà. Justement, au contraire, il faudrait accompagner toutes ces forces vives, ces jeunes qui ont envie de construire leur pays, qui sont très fiers, et les gens rentreront chez eux, quoi. C'est le Soudan, les Soudanais n'ont pas envie de rester en France. Il avait fait trop froid, donc... Et si le Soudan tombe, ça voudrait dire que qui prendrait le pouvoir là-bas? Ah ça, on ne sait pas. Ça c'est comme partout. On ne sait pas qui va arriver au pouvoir, mais disons que ça peut déstabiliser l'Égypte. L'Égypte a très peur. Donc, et la Centrafrique va être dedans aussi. Donc après, le problème quand il y a des révolutions, des guerres, c'est pas tellement la guerre ou la révolution en elle-même. C'est ce que ça draine, une économie de guerre. Et donc là, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire, une économie de guerre? Ça veut dire, une économie de guerre, ça veut dire des rançons, des braquages, voilà. C'est ça l'économie de guerre qu'on a connue pendant la guerre des Balkans, qu'on a connue, voilà, et qui continue d'ailleurs. Enfin, vous regardez le Kosovo, c'est pas blanc-blanc non plus. Donc c'était comme une guerre qui perdure, où c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort, et c'est ceux qui ont les armes qui ont tout. Il y a peu de responsables politiques qui ne sont pas attirés par le pouvoir et par l'argent. Quelle est la réaction d'une étudiante nigériane à ces propos de Patrick Verbruggen? Là, je pose la question à Evezi Otorimuo. Comment tu vois ça, toi? Comment tu vois ça? C'est intéressant. Et c'est un peu triste aussi que les gens, on a très peur. Je pense que c'est un peu ça. Et par rapport à ton question avant, concernant pourquoi il y a beaucoup de nouvelles, des actualités négatives, je pense que c'est pour assurer les gens, en fait. C'est un peu contradictoire. Pour les assurer ou les rassurer? Les rassurer. Les rassurer? Ouais, parce que je pense que parfois, quand on est mieux où on est, et on voit qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, et, entre guillemets, qui se passe pas bien ou tout, on rassure que ça va, où on est. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus j'entends des nouvelles épouvantables qui arrivent d'un pays qui est ailleurs, plus je suis rassuré dans mon petit confort. Voilà. Je pense que c'est un peu, pour moi, c'est juste mon avis personnel. Mais je pense Et pourtant, toi, tu es nigériane, donc c'est pas très loin. Le Nigeria, c'est pas très loin de la Centrafrique, donc... ça peut exploser très vite chez toi aussi. Oui, et c'est intéressant aussi parce que même au Nigeria, on n'entend pas trop les choses qui se passent, même en Centrafrique, qui est juste à côté de nous. Oui. On s'occupe de notre propre problème, comme il y a beaucoup. Et donc, c'est intéressant quand même de voir que tout ça qui se passe dans le monde, en fait, on est tous liés. Et ça concerne tout le monde. Et c'est pas juste une autre bout du monde, c'est loin, mais c'est très proche même. Par exemple, avec votre expérience avec les prises d'otages, c'est très proche à tout le monde et ça peut arriver à n'importe quelle personne. Et il faut
quand même être conscient de ça, je pense. La planète Terre, le petit village. Ouais, exactement. C'est ce que vous disiez à l'instant, Patrick Verbruggen, sur les médias, les réseaux sociaux, etc., qui faisaient qu'on était en direct en permanence. Tout le monde est en direct en permanence, y compris celui qui est perdu au milieu du désert. Enfin, il n'est pas perdu d'ailleurs, il a une boussole et il sait où il va. Mais il a des informations en temps réel. Exactement, oui. Vous prenez les nouveaux camps de réfugiés, il y a la communication qui arrive avant l'eau. La communication arrive avant l'eau. Ben oui, il y a tout de suite une antenne qui permet... et ce qui est une bonne chose, il faut savoir que les gens qui sont réfugiés, ce qui est important pour eux, c'est avoir des nouvelles de leur famille. Donc c'est aussi important que de l'eau. Parce que ce qui est important, c'est l'espoir aussi. Du point de vue logistique, quand vous arrivez comme ça dans un camp de réfugiés, par exemple, puisque vous, votre mission en République centrafricaine, c'est essentiellement une mission autour de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, de l'éducation et de la protection, et de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence. Exactement. Voilà. Donc, c'est multiforme, ça va de l'urgence jusqu'au développement. Voilà. On s'adapte aux besoins des populations. Un exemple type de mission, par exemple celle dont vous venez actuellement, puisque vous arrivez de Centrafrique, concrètement. Concrètement, j'arrive de Bambari, donc qui est situé dans la Ouaka, donc au sud de la Centrafrique, qui est une des principales villes, donc à peu près 30-40 000 personnes à peu près. Depuis les événements, les affrontements entre guillemets politiques, voire chrétiens, musulmans, les gens se sont déplacés en dehors des quartiers, parce qu'il y a des quartiers musulmans, des quartiers chrétiens, donc ils se retrouvent un petit peu en dehors de la ville. C'est à peu près 30 000 personnes qu'il faut alimenter en eau tous les jours. On a répondu à cette demande parce qu'on était sur place, mais là pour travailler sur la sécurité alimentaire, pour travailler sur les axes, pour aider les villages à avoir accès à l'eau, à permettre qu'ils aient de meilleures pratiques agricoles. Ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, c'est quoi ? C'est l'autosuffisance alimentaire, en gros. C'est-à-dire qu'une population doit être en capacité de se nourrir par elle-même. Ça parle à Evezi, ça, c'est son job. Oui, c'est un peu lié. Mais pour le moment, je travaille sur la souveraineté alimentaire. Mais oui. La souveraineté alimentaire, c'est-à-dire je maîtrise, moi, tel pays, le contrôle de ma production alimentaire et je ne dépends pas des trusts internationaux, par exemple. Voilà, exactement. Et pas juste ça, mais aussi qu'on maîtrise notre propre aliment local. C'est exactement ça. Nous, on le fait en termes de proximité. Enfin, on est liés. Il y a un travail qui doit être fait au niveau des gouvernements. Donc voilà, parce que c'est quand même une grosse machine, la souveraineté alimentaire. Oui. Mais au niveau local, c'est la même chose en fait. Sauf qu'on va s'intéresser à 3 villages, 4 villages. Pourquoi vous mangez du riz alors que le riz ne pousse pas chez vous ? Enfin, il y a aussi ça. Enfin, il y a beaucoup de pays qui se retrouvent dans cette... Le riz a été importé, mais sur le continent africain, tout le monde ne fait pas du riz. Parce que pour faire du riz, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Oui. Il faut de l'eau, ça demande en plus c'est un travail difficile. Donc voilà, donc il y a des aliments qui ont été importés. Bon, aujourd'hui le monde évolue et le continent africain évolue très vite. Je pense qu'un jour il sera tout à fait au point et on sera en termes de consommation. Il faut savoir qu'on apprend beaucoup quand on est sur place, quand on travaille. On se débarrasse de nos habitudes de consommateurs en tant qu'individu. Et voilà, et beaucoup de choses tout paraissent superflues. Et c'est vrai quand on rentre, on voit un petit peu, on est en décalage en fait. Parlez-nous de cette distance, parlez-nous de ce décalage. On est en décalage avec la société de consommation parce qu'on est quand même élevé dans un monde dans lequel, pour être heureux, il faut consommer. Ouais. Donc on arrive au bout, tout le monde le sait, ça craque de partout. Je pense que c'est des raisons aussi pourquoi il y a des mouvements sociaux, que ce soit ici en Europe ou ailleurs. Donc voilà, et là on est sur un continent, il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. Il y a d'autres pays comme ça, comme la Corée du Nord, ainsi de suite, qui sont en dehors du système soit capitaliste, ou soit ils n'ont pas les moyens de consommer. Mais du coup, ça donne un espoir pour la planète, parce qu'on sait qu'on peut fonctionner de cette manière-là avec rien. On rencontre des populations, notamment dans la Wakaga, qui sont isolées, mais qui se débrouillent quand même, qui avancent. Et avec pas grand-chose, on arrive à produire de la nourriture, ainsi de suite, et on se débarrasse de nos habitudes de consommateurs hystériques. Oui, donc on vient d'écouter Monsieur Dele Shoshimi, Now My Turn, une artiste nigériane, trop bien. Donc ouais, nous sommes
en humain avec Patrick Verbogan. Oui, donc on a fini avant avec Afrique comme l'avenir du monde. Donc comment vous pensez de ça? Disons que l'Afrique est confrontée à beaucoup de problématiques politiques et autres, mais surtout aussi à des changements climatiques. Et ce qui est fabuleux, quand on laisse les populations, quand elles sont seules, loin des gouvernements, elles développent des systèmes de survie, de production différentes. Donc cette confiance qu'on peut avoir dans ceux qui produisent, les éleveurs, les agriculteurs qui n'ont pas d'intrants. Il n'y a pas de fumier, il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas de nourriture antibiotique pour les animaux. Donc on est face à une nature, une production raisonnée. Donc bien évidemment, on est là pour les aider, mais on n'est pas là pour amener justement des intrants, des engrais, ainsi de suite. On est là pour travailler avec eux, pour trouver des meilleures solutions de production, tout en préservant leur territoire, leur champ, ainsi de suite. Donc voilà, donc on apprend, on arrive avec des ingénieurs agronomes ou des techniciens, mais ils apprennent autant que voilà, c'est donnant-donnant. On apprend autant que voilà. Après, on peut retranscrire ça dans d'autres pays. Il n'y a pas que le continent africain. Je prendrais pour exemple le Timor, qui était le deuxième plus jeune pays du monde, le Timor-Leste. Ils sont partis, voilà, il y a eu 30 ans d'occupation, 170 000 morts, ça a été une horreur intégrale. Et puis petit à petit, il y a une administration provisoire des Nations Unies, et puis la diaspora est revenue, et ils ont fait un choix d'un tourisme, parce que le tourisme est aussi un facteur de développement, mais un tourisme vert, une production, on va dire bio, mais qui était déjà naturelle, et aujourd'hui c'est un pays qui fonctionne très bien. Très bien, donc voilà, et donc on est partis, nous, les ONG, parce qu'on n'avait plus rien à y faire. Donc là, et là, c'est ça la réussite, c'est quand on quitte un territoire parce qu'on n'a plus de valeur ajoutée. D'accord. Mais il y a quand même, j'imagine, vous travaillez avec des ONG locales là-bas. Bien sûr, oui. L'autorité. Qui continuent quand vous partez. Avec tout, en fait, quand on intervient dans un pays, on devient nous-mêmes acteur local. Donc il faut travailler avec tout le monde. D'accord. Donc que ce soit les ONG locales, les chefs communautaires, les chefs religieux, les autorités, les préfets. Voilà, on fait partie on devient acteur local. Donc voilà, on est souvent une source d'emploi importante. Quand il n'y a pas d'emploi, on est les seuls employeurs. Donc voilà, donc ça demande aussi à être manager, à éviter de déstabiliser l'économie locale en donnant des trop gros salaires. C'est un jeu qui est extrêmement intéressant, mais on ne s'improvise pas ONG comme ça, on n'embauche pas 50 personnes de cette manière-là. Il faut faire attention à qui on embauche, il faut demander l'avis aux populations sur place, voilà, pour éviter de créer des frictions. Donc il faut prendre du temps. On est dans un monde qui va à toute vitesse, et nous, la denrée la plus rare, c'est le temps. Il nous faut du temps, le temps long. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats. Donc probants, et les résultats probants, ce sont les populations qui nous le disent ou pas. C'est-à-dire que... Non, mais c'est intéressant parce que c'est une grande problématique aussi au Nigeria. Parce que moi, par exemple, j'ai travaillé avec une ONG, mais c'était une ONG de Pays-Bas. C'était laquelle? C'était Mind. Il s'appelle Mind, Media... vous connaissez? Oh, trop bien. Mais Media Narrative Development. Donc, et pour aller, quand on était allé dans les petites communes, ils savaient déjà le protocole. Il y avait plusieurs d'autres ONG qui sont venus et partis faire le petit tour pour, je ne sais pas, 6 mois, 1 an. Et après, ils sont partis et toutes les choses sont terminées après. Oui. Et ils sont même les villageois, ils sont habitués à faire ça. Donc, c'était dommage un peu. Donc, maintenant, je pense qu'il faut, surtout avec les ONG humanitaires, il faut trouver un moyen de, même quand on part, comment on peut continuer le travail avec les gens locaux. Exactement. Mais en tout cas, c'est la politique, entre guillemets, la vraie politique humanitaire adoptée aujourd'hui. C'est pas une histoire de pas le choix, c'est une histoire d'intelligence. Donc, faut dire que pour des organisations telles que la nôtre, ça fait très très longtemps qu'on travaille avec des organisations locales. Là, en ce moment, on a 21 partenariats
dans différents endroits du monde, que ce soit avec les États ou avec des ONG, ou avec, peu importe la forme que ça prend, des groupements d'éleveurs, parce qu'il n'y a pas que des associations locales. Par exemple, un groupement d'éleveurs en Wakaga, un groupement de bouchers, ainsi de suite, c'est une organisation aussi. Donc là, mais il est clair que, et un de nos métiers, c'est aussi de former les cadres de ces ONG locales. Parce qu'il n'y a rien de pire. Moi, j'ai l'exemple au Népal, on travaille avec une organisation locale qui s'appelle ARSO. Des gens fantastiques, vraiment, qui, en plus, c'est des amitiés qui se sont créées, notamment personnelles avec le dirigeant. C'était une organisation qui avait un budget annuel de 30 000 euros. Bon, au Népal, avec 30 000 euros, on fait des choses. Hein. Ils sont dans la société, ils ont énormément de volontaires. Mais d'un coup, arrive le tremblement de terre, arrivent les bailleurs de fonds, et d'un coup, il se retrouve avec 500 000 euros. Il n'y a rien de mieux pour faire imploser une organisation. On ne peut pas passer de gestion de 30 000 euros à 500 000 euros, ça demande des protocoles, ainsi de suite. Et donc là, notre métier, c'est de former les cadres à pouvoir gérer cette somme-là, que ce soit en termes de gestion administrative financière, mais aussi sur le terrain. Donc voilà, et c'est là où on devient pratiquement une seule ONG. Donc nous, on partira peut-être dans 2-3 ans, je pense, à peu près. Mais ce qu'on aura fait de mieux, c'est pas les 2000 maisons qu'on a reconstruites avec eux, c'est pas la relance de l'agriculture, ça sera la structuration de cette organisation locale népalaise, et qui est aujourd'hui une des organisations majeures. Et c'est ça aussi, si on doit avoir une valeur ajoutée demain pour des organisations non gouvernementales comme la nôtre, parce qu'on a commencé il y a longtemps, donc on a plus d'expérience, c'est tout, c'est de transmettre ça. Donc voilà, et ça rejoint la même planète, quoi, en fait. Voilà, nous, on ne fait pas de différence entre du sud, du nord. On est dans la mondialisation depuis longtemps, les ONG. On travaille avec tout le monde. Nos expatriés viennent du monde entier. En ce moment, en Centrafrique, on a un expatrié qui vient du Cameroun, un autre de Côte d'Ivoire, un autre de Guinée, une d'Ukraine. Donc voilà, et quelques Français. D'accord. Voilà, merci Evezi de ce petit moment comme ça magnifique où les contacts s'établissent au-delà des frontières, c'est sûr. Le monde contemporain, c'est ça, et votre fonction de passeur en quelque sorte. Fonction qui découle d'une certaine manière juste de la réalité. C'était pas écrit à l'avance cette affaire-là. On savait pas, vous ne saviez pas que vous alliez avoir à aider, par exemple au Népal, je crois, cette organisation à passer d'un chiffre d'affaires de 30 000 euros, c'est-à-dire rien, à tout d'un coup, boum, il nous arrive 500 000 euros et comment on fait ? Exactement. Ouais. C'est pour ça aussi que ce métier est intéressant, parce que on ouvre une porte et puis beaucoup d'autres portes s'ouvrent. Voilà, voilà, et on rencontre nos homologues. Hein. Enfin, moi, je rencontre un dirigeant de l'organisation du Sud, il a dans la tête la même chose que moi. Enfin, je veux dire, c'est malgré nos différences culturelles, langage, on est dans la même histoire. Hein. On est là pour servir pour les autres. On a l'impression que vous passez constamment d'un terrain à un autre, que ça vous demande certainement une grande agilité d'esprit, une grande agilité émotionnelle aussi, parce que bien sûr, vous allez passer de cette espèce de confort de consommation qui existe dans les pays occidentaux à tout d'un coup un certain dénuement, y compris, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le terrain de sa propre manière de vivre. Donc ça fait des différentiels énormes, différentiels aussi dans ce que vous gérez. Vous pouvez avoir à gérer des petites sommes, ou des sommes, je ne sais pas, je crois que le chiffre d'affaires de votre organisation est de l'ordre de 2 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons. 15 millions. 15 millions, pardonnez-moi. Non. Alors oui, il y a une différence. Alors mes souvenirs, mes informations étaient mauvaises. Mes excuses. Donc 15 millions d'euros, je compare avec d'autres très grandes organisations qui sont à 10 fois plus ou à 100 fois plus. Ça peut arriver jusqu'au milliard. Et puis, tout d'un coup, il faut gérer des petits budgets. Il faut être sur du micro-budget. C'est-à-dire que vous avez des différences d'échelle considérables. Je me trompe ? Non, c'est ça, oui. Et ça pose problème d'ailleurs sur le fait qu'on... C'est une stratégie, on maîtrise notre développement, ce qui nous permet d'être... C'est un monde ultra concurrentiel, hein, l'argent public, c'est de l'argent public, et donc il y a moins de fonds, donc il faut rationaliser. Nous, on a fait le choix de rester entre guillemets à taille humaine. Ça veut dire, en fait, c'est très pratique, ça veut dire que le contact terrain-siège, il est toujours
tenus en permanence, sympathiques, donc avec nos équipes sur le terrain, ce qui nous permet d'agir dans des régions où des grosses ONG ne peuvent pas agir. Parce que la sécurité est gérée par les sièges maintenant, alors qu'elle doit être gérée par le terrain, et les protocoles des grosses organisations, au moindre coup de feu, ils s'en vont, parce que c'est inscrit dans leur protocole. Nous, on a fait ce choix stratégique de maîtriser notre développement, ça veut dire qu'on ne se développe pas. On se développe naturellement, ça nous permet de travailler dans des endroits compliqués, de prendre le temps, et on communique très très peu, parce que quand vous travaillez en Corée du Nord, où les gens sont attentifs à ce qu'une organisation comme la nôtre va transmettre à l'extérieur, on n'est que sur le mandat humanitaire, on ne fait pas du droit de l'homiste, on est là pour les populations. Vous ne faites pas de plaidoyer? On fait pas si, du plaidoyer humanitaire. Oui. Mais c'est le vrai plaidoyer, en fait. Après, les droits de l'homiste, c'est un métier à part, qui n'est pas le même. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire les deux. C'est soit la priorité, c'est d'avoir accès aux populations bénéficiaires qui ont des besoins identifiés, ainsi de suite, éducation, eau, agriculture. Voilà. Après, le système politique, c'est pas notre problème. Enfin, ce qui compte, c'est l'humain. C'est l'humain et c'est quand même la meilleure politique à adopter, quoi. Oui, donc on vient d'écouter Roy Ayers, Searching. Et nous sommes en humain avec Patrick Verbruggen. Donc, merci Patrick. Donc, oui, c'est un joli passeport que vous avez ramené avec vous, avec tous les pays que Triangle s'installe et ils ont eu des projets. Je voulais juste voir s'il y a des projets qui sont terminés maintenant pour l'année ou les projets qui vont recommencer en 2019 disons qu'on a, par exemple, on s'est retiré du Laos l'année dernière parce que, pareil, on avait terminé notre travail et que les populations se débrouillent très très bien. Donc c'est plutôt, là c'est une réussite quand on s'en va d'un pays comme ça. Là aujourd'hui on est vraiment focalisé notamment sur la Syrie. D'accord. Parce qu'on est enregistré auprès du gouvernement syrien. Donc faut savoir que pour nous qui avons vécu la chute du mur de Berlin, c'est un peu la même chose la Syrie. C'est-à-dire qu'il y aura 10 ans de travail derrière. Dites-nous le rapport mur de Berlin, Syrie, je comprends pas. C'est-à-dire que quand le mur de Berlin est tombé, et ça a été ce qu'on a découvert, notamment en Roumanie, les camps d'hospital, les mouroirs pour enfants, ainsi de suite. Il y avait beaucoup de travail à faire humanitaire, oui. Et puis à aider ces populations à avoir accès à l'éducation, ainsi de suite. Donc on a les lenders nouveaux, intégrés en quelque sorte dans l'Allemagne fédérale, à partir du moment où le mur de Berlin qui séparait les univers occidentaux et soviétiques s'est effondré. 1989. Exactement. Voilà. Et donc, et ça a été nucléaire, c'est-à-dire que tous les pays autour, l'URSS a implosé. Donc voilà. Donc, faut savoir que nous on travaillait déjà à cette époque. C'était terrible à Moscou, les vieillards mouraient dans la rue parce qu'il n'y avait plus d'aide d'État. Oui. Ils mouraient de faim. Oui. Donc, il y a eu une action humanitaire d'urgence à faire à destination de ces pays-là, sur des populations européennes. Donc l'empathie n'est pas la même encore, c'est encore compliqué. Puis est arrivé derrière la guerre des Balkans. Donc avec tout ce que ça veut dire, on parle souvent des guerres qui sont sur d'autres continents, mais la guerre européenne était vraiment dégueulasse. Et oui. Comme toutes les guerres. Donc il n'y a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Oui. Et donc vous faisiez un parallèle entre le mur de Berlin qui s'effondre et puis la situation en Syrie. Exactement, parce qu'en fait ça a déstabilisé, déjà c'était déstabilisé depuis la première guerre du Golfe, notamment sur les pays kurdes. Donc là il y a des jeux qui sont joués entre la Turquie et la Syrie par rapport à ces minorités kurdes, qui sont d'influence syrienne. Il faut savoir que c'est plus de 20 millions de personnes, les Kurdes. Le problème palestinien, à côté, c'est 6 millions. Ça court de l'Iran jusqu'à la Turquie, un tiers du territoire turc. Et si un Turc m'entend, il va pas être content. Mais les Kurdes, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas vers où on va, mais en tout cas, il y aura besoin d'organisations pour aider, et notamment sur une problématique sur laquelle on agit, c'est-à-dire l'éducation dans l'urgence, c'est-à-dire faire en sorte de garder un minimum. Il y a des gamins là-bas qui ont 10 ans qui n'ont jamais été à l'école. Et c'est eux qui vont reconstruire le pays, la Syrie. La Syrie est autour. Ils sont pas du tout. Ils ont été déscolarisés du fait de la situation de guerre locale. De fait de la guerre, quoi. Oui. Ils ont été déplacés. Oui. Être déplacés en Syrie, il y a des millions de personnes qui sont déplacées, mais c'est comme être réfugiés. C'est-à-dire ils ont quitté leur endroit, ils sont allés 200 km plus loin. Il n'y a rien, en fait. La problématique est dans la Syrie, quoi. Là, vous y êtes actuellement en Syrie ? On y est, à Damas, oui. Oui. Et donc là, on travaille. Damasville, donc. Damasville, oui, bien sûr. Damas l'éternel. Oui. Et là, on travaille sur ce qu'on appelle l'approvisionnement en eau. Oui. L'anglicisme, c'est water trucking.
Donc voilà, donc parce que les populations retournent petit à petit chez elles, notamment sur la Ghouta orientale, ainsi de suite. Et il n'y a plus de système d'eau, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'écoles. Voilà, il faut tout reconstruire. Évidemment, les Syriens le font. C'était une population le niveau d'études était très très bon. C'est dans les campagnes, une électricité partout, système d'irrigation partout. C'est un pays qui fonctionnait très bien, qui n'a absolument pas besoin de l'aide internationale, qui accueillait même les réfugiés irakiens chez eux, pris en charge par le Croissant Rouge syrien. Donc c'est un pays qui fonctionnait très très bien à ce niveau-là, quoi. Comme l'Irak avant la première guerre du Golfe. C'était le phare, tout le monde allait à l'université à Bagdad. Donc voilà, donc ils ont pris 45 ans de développement dans la gueule, on peut le dire. Donc voilà, donc là on va être concentré là-dessus, sur un domaine qui est vraiment l'éducation. L'éducation, l'avenir. Donc voilà, ça c'est le prochain. Et puis l'Irak aussi. L'Irak, parce qu'on est au nord-Irak, donc Kurdistan et nord-Irak, et on a réouvert un bureau à Bagdad. Donc pour pouvoir voir. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on va faire, on sait qu'il y a des besoins. Mais après, c'est pas parce qu'il y a des besoins qu'on peut y répondre. Ça dépend de la structure. Vous avez ouvert un bureau à Bagdad. Là, ça nous permet de comprendre comment fonctionne aussi une organisation humanitaire. Vous avez déjà ouvert un bureau à Bagdad sans savoir encore ce que vous allez y faire. Non, parce que c'est obligatoire. Parce qu'on n'est pas chez nous, donc c'est des gouvernements, on a des mémorandums à signer, c'est-à-dire, voilà, on va agir dans ce pays, donc tel cadre. C'est comme notre entreprise étrangère qui vient en France. Vous voulez dire que vous devez, vous décidez, vous, en interne, que vous allez en Irak parce que vous estimez que la situation mérite que vous y alliez. Ça, c'est une décision de votre conseil d'administration, en quelque sorte, j'imagine. C'est pas Dupont ou Durand, Bruxelles, Paris ou je ne sais qui vous dit de le faire. C'est vous qui décidez en interne. Vous êtes une organisation non gouvernementale, les mots ont un sens. Vous décidez d'aller là-bas, mais vous savez pas encore ce que vous allez y faire. Vous ouvrez un bureau, donc vous envoyez un expatrié ou deux, et puis vous cherchez quoi? Des bailleurs de fonds? Non. Alors, non. Avant de chercher les bailleurs de fonds, c'est bon. Déjà, on est obligé d'ouvrir un bureau à Bagdad parce qu'on est enregistré par le gouvernement entre guillemets kurde, mais qui n'est pas valable pour travailler sur le territoire irakien. Et comme les frontières Mossoul, ainsi de suite, c'est toujours irakien jusqu'à preuve du contraire. C'est pas kurde. Donc pour travailler des deux côtés, il faut avoir les autorisations des deux côtés. On est face à des gouvernements, on peut pas faire ce qu'on veut, ce qui est normal. Donc voilà. Donc on ouvre un bureau à Bagdad parce qu'il est obligatoire d'ouvrir un bureau à Bagdad. Mais il faut savoir qu'en 2003, on a travaillé à Bagdad sur tout le réseau d'égouts d'un quartier qui s'appelle Ouria, 400 000 personnes. On l'a curé. Parce qu'on fait aussi ce genre de boulot. Parce qu'il y a des flaques d'eau, c'est des agents pathogènes, les gamins, il y a des boutons, ainsi de suite. Donc, et puis pour les gens sortir de chez eux et avoir des égouts à ciel ouvert. Donc voilà, donc on fait aussi ce genre de travail. Donc on sait qu'il y a des besoins. L'histoire, c'est identifier les besoins, savoir si on va pouvoir y répondre avec notre structure. Donc voilà, donc avant de chercher des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, ça vient en dernier. C'est-à-dire que vous déterminez la mission que vous allez vous donner à vous-même en fonction de la réalité que vous constatez sur le terrain, en étant sur le terrain. Et à partir de là, une fois que vous avez déterminé cette mission, vous allez faire un dossier en quelque sorte, que vous allez envoyer aux bailleurs de fonds que vous allez déterminer. Alors, vous avez des bailleurs de fonds qui sont extérieurs, enfin qui sont tous évidemment par définition extérieurs. Il y en a qui sont internationaux au sens du droit international, Programme alimentaire mondial, Commission européenne, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, etc. Et puis, vous avez bien sûr des partenaires opérationnels, c'est ce que soulignait Evezi tout à l'heure, en vous disant que vous travaillez avec des organisations locales aussi. Exactement. Et donc pour Bagdad, vous allez faire quoi? C'est quoi l'idée, à votre avis? On sait que globalement, on va rester sur notre stratégie. Quand je dis stratégie, c'est pas par rapport à l'argent, mais par rapport à notre valeur ajoutée, qui est l'éducation, d'une manière générale, voire la culture, si possible. Par exemple, parce qu'on parle souvent des embargos, l'embargo, il est pas que sur le ventre, il est sur la tête aussi. L'embargo sur le ventre et sur la tête? Ben oui, parce que vous êtes... nous, on a monté des media centers, c'est-à-dire des centres où il y a médiathèques, jeux, ainsi de suite, au Nord-Irak en 93. 93, il faut se rappeler qu'il y avait un embargo des Nations Unies sur l'Irak, et il y avait un embargo de Bagdad sur le Kurdistan. Parce qu'on ne pouvait pas survoler les avions de Saddam Hussein, et l'hélicoptère ne pouvait pas survoler le 43e parallèle. Et donc, de fait, les Kurdes ont établi leur propre gouvernement.
Voilà. Embargo sur la tête, embargo sur le ventre, ça veut dire embargo sur l'alimentaire ou embargo sur quoi L'accès, le mental. Le mental, oui. Oui. L'accès, quand vous avez il y a des théâtres partout, par exemple. Oui. Ce qui m'enfle en premier, c'est la culture. Donc, Oui. quand vous êtes dans un pays enfermé, les jeunes, c'est quoi leur perspective Oui, il y a les réseaux sociaux. Est-ce que la culture aide l'humanitaire? La culture aide, oui, bien Et en sûr. quoi? Et vice-versa, je pense. Oui. Vous voulez dire l'humanitaire et de la culture aussi, l'ouverture, notamment, c'est des outils que l'on emploie, notamment en cas de traumatisme de guerre, traumatisme génocide, enfin comment on a. Donc il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir exprimer sa souffrance. La garder au fond de soi, c'est reproduire demain les mêmes choses qu'on en a subies. C'est pas systématique, ça ne veut pas dire un enfant maltraité sera un parent maltraitant. Mais disons qu'il y a un terreau qui... Voilà. Donc il faut pouvoir faire en sorte que ce soit des adultes ou des enfants, c'est pas les mêmes méthodes, et la culture on l'utilise, des pièces de théâtre, du dessin, de la danse, de la musique, parce qu'ils peuvent transmettre d'une manière pas orale leur souffrance. Quand vous voyez le paquet de dessins qu'on récolte en ce moment au Kurdistan irakien, sur les réfugiés syriens, sur les gamins, c'est les mêmes qu'on récoltait pendant la guerre des Balkans. C'est les mêmes dessins. C'est le sang, les bombes, le bruit qui s'exprime sur le papier. Ouais, c'est les mêmes. Et voilà, nous sommes dans l'Agora sonore Human avec Patrick Verbruggen, qui est l'un des fondateurs de cette émission, disons-le au passage, parce qu'elle ouvre aussi beaucoup de perspectives, beaucoup d'espoir. Merci Patrick de nous avoir aidé à comprendre un tout petit bout de ce monde humanitaire qui est votre vie. À bientôt pour un autre Human. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.